Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre émission dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. La vieillesse peut être aussi un facteur explicatif d'une chute, comme de nombreux facteurs de risque de chute chez les personnes âgées ont été mis en évidence, tels que les facteurs socio-économiques, environnementaux, biologiques et comportementaux. Les chutes chez les sujets âgés constituent un problème de santé majeur de par les complications traumatiques et psychosociales qui peuvent entraîner une perte de l'autonomie et un état de dépendance. Quelles sont les circonstances et les conséquences traumatiques des chutes chez les personnes âgées? Nous ferons le point dans un instant avec Dr Raphaël Appétit, qui est docteur médecin spécialiste en géatrie pour la prise en charge des personnes âgées. Bonjour docteur, comment allez-vous? Oh, ça va bien. Bonjour ma soeur. Bonjour. Bien des choses à nos prédécesseurs à qui on rend hommage. Ah on va oui. vous taquiner un peu. C'est ça. Raphaël, on va remplacer par Sodieu. Sodieu, ben oui. Consommation locale. Oui, bien sûr. C'est ça. Mais écoutez, on a aujourd'hui, on continue un peu la sensibilisation et puis parler aussi de mettre en évidence aussi les personnes âgées, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, parce qu'il y en a qui sont encore là, 100 ans, 90 ans, donc qui sont là. Donc c'est bien aussi d'en parler. Donc de les sensibiliser les proches surtout pour pouvoir aussi leur venir en aide. Donc aujourd'hui on parle des chutes. Les chutes, ça on en a au quotidien. Les pauvres personnes âgées, c'est compliqué. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous définir un peu qu'est-ce que c'est qu'une chute chez les sujets âgés, s'il vous plaît? Bon, merci ma soeur pour l'invitation. Moi, je dis toujours, il faut être reconnaissant dans la vie. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu des prédécesseurs, que ce soit nos grands-parents directs, nos ancêtres. Donc chaque fois par tous les moyens qu'ils ont mis en place, tu as atteint peut-être, on dirait, le sommet de la pyramide. Il faut descendre, les prendre à la tête reposée pour pouvoir leur apporter l'essentiel que tu as gagné. Et c'est ça qui justifie notre présence ici. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la chute ou bien les chutes chez le sujet âgé? Par opposition aux chutes classiques. Au fait, c'est le fait à un sujet de se retrouver à une position inférieure par rapport à la position initiale et de manière involontaire, le sol étant la référence. C'est-à-dire, ici où nous sommes une personne âgée peut chuter juste parce que sa tête est tombée sur la table qui est ici, de manière involontaire. Donc, ce n'est pas forcément en tombant sur le sol. C'est ça la chute chez le sujet âgé en fait. Non, pas forcément, oui, comme vous dites, le sol n'est pas que un point de chute. C'est ça. Mais ça peut être partout, quoi. Ça peut c'est être, ça. Ouais. Et justement, mais chez les sujets âgés, quelles sont les causes de leur chute? Bon, on risque de dévoiler toute la panoplie de pathologies du sujet âgé, mais disons en gros, toute pathologie peut être à l'origine de chuter chez le sujet âgé. On va aller étape par étape, comme ça. Mais classiquement, oui. on met deux groupes. On dit les facteurs prédisposants. C'est toutes les maladies qu'on peut avoir qui peuvent altérer la qualité de la santé de la personne âgée et de manière chronique. Par exemple, je vais donner un exemple. Une personne âgée qui a une arthrose, qui a des douleurs arthrosiques, peut tomber. Une personne âgée qui a peut-être la démence peut avoir des troubles de l'équilibre et tomber. Mais souvent, ces facteurs seuls ne suffisent pas. Ici, associe maintenant ce qu'on appelle les facteurs précipitants. C'est-à-dire, c'est lors d'un événement particulier, aigu, que la personne tombe. Par exemple, si vous faites une infection, vous pouvez tomber parce que vous êtes fatigué, associé déjà à la démence qui est là, vous pouvez être confus et tomber. Si, par exemple, il y a peut-être un élément sur le sol, ça peut vous précipiter. Quand vous avez perdu un peu l'équilibre à cause de l'âge, vous allez tomber. Il y a plusieurs causes comme ça. Si par hasard, pour un événement, comme je le disais, pour l'infection, votre cœur balance, qu'on appelle peut-être fibrillation auriculaire, et bat de manière irrégulière, ça va faire que le cerveau ne sera plus bien nourri. Vous pouvez tomber. Ça peut faire que la tension peut baisser. Vous pouvez tomber. Donc, c'est ceux-là qu'on appelle les facteurs précipitants. Donc, on ne va pas trop aller dans les détails, sinon, finalement, les spectateurs ne vont pas se retrouver. Donc, il y a les facteurs prédisposants, c'est toutes les pathologies chroniques. Oui. Et les facteurs précipitants, qui sont des événements qui arrivent à un moment donné. Ces événements peuvent être des maladies. Ça peut être lié au fait à des facteurs sociaux, à des facteurs environnementaux, tout ça. Et disons que les chutes sont définies de diverses manières. Il y a d'abord ce qu'on appelle les chutes
classiques qui sont liés au fait qu'il y a un élément qui vous a fait tomber. C'est-à-dire, si vous tombez de manière spontanée, c'est la chute qu'on définit souvent sur le sujet âgé. Mais vous pouvez tomber parce qu'il y a un obstacle qui vous a fait tomber, comme tout le monde. Oui. Mais il est conseillé de ne pas trop tenir compte de cet obstacle parce que ça peut être juste la face cachée de l'iceberg. Donc, il est plutôt plus lucide de considérer toute chute sur le sujet âgé comme une chute spontanée. Même s'il y a un obstacle, il ne faut pas dire que oui, elle est en train de descendre l'escalier, c'est pourquoi elle est tombée. Non, non. Il faut toujours supposer qu'il y a des choses derrière. Et ça permet d'orienter en fait la démarche avec laquelle il faut la plancher pour avoir plus de sécurité. En dehors du mécanisme, il y a ce qu'on appelle aussi ce qui se cache derrière la chute. On peut chuter parce que, comme je l'ai dit, il y a des maladies qui sont derrière, donc on appelle ça souvent chute symptôme. Donc il ne faut pas regarder la chute et ses conséquences. Il faut aller derrière pour savoir tout ce qui est derrière. Il y a ce qu'on appelle aussi chute symbole. Ça, c'est beaucoup de personnes âgées font ça aussi. C'est que les causes sont beaucoup plus socio-environnementales. Une maman qui veut voir son enfant, un papa qui veut voir son enfant, fait semblant de tomber. Pour attirer l'attention. Pour attirer, on dit appel à l'aide. Donc on appelle ça chute symbole. Il y a, comme je l'ai dit, la chute mécanique pour tout le monde. Et puis il y a ce qu'on appelle chute fortuite. Là, tout le monde peut tomber. Toi, si tu es allé quelque part, tu tombes. Aussi, il est important de dire aussi, il y a des choses qui ne sont pas des chutes chez le sujet âgé. Même si la personne peut se retrouver en position de chute. C'est-à-dire, si quelqu'un vous a poussé, vous êtes tombé, ce n'est pas une chute. Si vous êtes dans une voiture, la voiture a accéléré bien, a décéléré, et vous êtes tombé, ce n'est pas une chute. Oui. Si vous êtes déséquilibré par quoi que ce soit quelqu'un passait et puis soit un véhicule, tout ça là, leur énergie avec que vous êtes tombé, ce ne sont pas les chutes en fait. Bref, c'est comme ça, il faut plutôt comprendre pour que les choses soient plus claires. Mais parlons des chutes environnementaux, docteur. Donc, qu'est-ce qui peut provoquer, là, on a parlé un petit peu tout à l'heure de la personne qui fait exprès même de tomber pour pouvoir attirer l'attention de ses enfants ou ses petits-enfants. Mais après, il y a d'autres choses aussi, non? Oui, essentiellement les chutes, comme je dis, dans un contexte socio-environnemental. Oui. Heureusement que chez nous ici, à quelques exceptions près, ces chutes ne sont pas très fréquentes. C'est-à-dire socio-environnementales, parce que on peut tomber parce qu'il y a les filets, il y a les fils électriques qui traînent partout, tout ça là. On peut tomber parce que le sol est carrelé, il y a l'eau qui est tombée dessus, on glisse, on tombe. On peut tomber parce que peut-être ce qu'on a porté comme chaussure n'est pas bien adapté. N'est pas adapté. Mais chez nous ici, généralement, nos mamans sont de telle sorte que c'est pas comme dans les autres pays où tout est... les escaliers, tout ça. Oui, on a une maison simple dans laquelle tout le monde est, au fait, on va dire, sur le sol. Donc c'est ça aussi, ça nous aide un peu. Et en dehors de ça, on peut aussi tomber parce que peut-être l'endroit n'est pas bien éclairé. Oui. C'est-à-dire, vous vous réveillez, mais comme la salle n'est pas bien éclairée, vous pouvez cogner quelque chose, tomber. Vous pouvez, en allant à la douche, glisser et tomber. Oui. En fait, c'est ça. C'est tout ce qui se trouve dans ce que nous appelons les activités de la vie quotidienne. Tout ce qui nous entoure peut nous faire tomber aussi. Donc, c'est ça qu'on appelle les conditions environnementales. Et normalement, c'est tout ça là. Si on était dans les autres contrées où ces chutes sont fréquentes sur le plan environnemental, on fait intervenir certains qu'on appelle les ergothérapeutes, tout ça là, qui essaient de réorganiser les choses dans la maison pour que les chutes là n'interviennent pas. Oui, c'est aussi pareil pour les bébés, hein, quand on faut surveiller de près, c'est compliqué. Hein. Comme je l'ai dit la fois passée, la gériatrie n'est qu'à l'antipode de la pédiatrie. Ouais, c'est vrai. Hein. Et quels sont les principaux paramètres à surveiller lorsqu'une personne tombe? Bon, je peux dire, on ne va pas rester trop académique, mais depuis la maison, quand une personne âgée tombe, la première chose même qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver que la personne ne séjourne pas trop sur le sol. C'est ce qu'on appelle le séjour au sol. Si ça dépasse 1 heure de temps, souvent il y a beaucoup de choses qui se passent derrière après. C'est-à-dire la personne peut perdre de la température sur le sol et devenir de plus en plus froide avec tout ce qui peut suivre. Les muscles peuvent fondre, les plaies peuvent survenir, tout ça. Donc c'est tout ça qui fait que, même si ce n'est pas un paramètre, dès que vous voyez une personne âgée qui tombe et qui est incapable de se lever elle-même, il faut l'aider à se lever. C'est la première des choses. Sinon, si elle est sur le sol, vous venez prendre la température, tension, tout ça, vous ne faites rien. Puisque l'objectif, c'est qu'il ne faut pas que la température baisse. Il ne faut pas que la tension baisse. Il ne faut pas que la personne perde ce qu'on appelle les téguments.
pour faire les escales. Donc, ce qu'il faut surveiller généralement, quand vous avez fini de relever la personne, c'est de prendre la température plusieurs fois avant de venir dans le centre qu'il faut. Comme ça, s'il y a une diminution de la température, généralement, on peut prendre des dispositions. Et en plus, si c'est une augmentation de la température, ça veut dire que peut-être, comme je l'ai dit, les facteurs précipitants, dont une infection serait à l'origine. La deuxième chose, il faut prendre attention parce que quand vous restez couché, étant donné que vous n'avez plus la pesanteur, tout est horizontal. Et ça fait que la tension peut chuter. Et vous pouvez faire hypotension avec toutes ces conséquences en fait. Donc, ce qu'il faut surveiller classiquement, comme je l'ai dit, c'est ce que nous appelons en fait les paramètres que les infirmiers doivent surveiller. La température, la tension, le pouls, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, les téguments, pour voir s'il n'y a pas eu des endroits où il y a des taches sur lesquelles le médecin peut intervenir après. Même avec une chute banale, tout ça peut arriver. Oui, en fait, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de chute banale chez le sujet âgé. C'est après l'exploration qu'on saura si c'était banal. Parce que ce que je disais, chute symbole là, c'est pas que la personne va se lever puis se coucher doucement pour dire que non, la personne tombe. Tout le monde sent que quelqu'un a tombé. Elle est tombée, donc il n'y a pas de chute banale. Toute chute doit être considérée comme prioritaire chez le sujet âgé. Ah, ouais, j'imagine bien. Parce que là, oui, on ne peut pas semblant de tomber. Et quels sont les syndromes post-chute? Et qu'est-ce que c'est déjà le syndrome post-chute? Bon, en fait, j'ai déjà mangé très tôt le biscuit en disant que quand une personne âgée tombe, la première des choses, c'est de la relever. C'est surtout ce syndrome post-chute qui peut évoluer vers ce qu'on appelle syndrome de désadaptation psychomotrice, qui fait qu'il faut tout faire pour que la personne ne s'égenouille pas au sol. Parce que après, si la personne traîne sur le sol, tout le mécanisme de l'équilibre de la marche est perturbé. Donc la personne a peur de rester debout. Oui. Normalement, quand vous relevez la personne, si vous avez tous les moyens d'être convaincu qu'il n'y a pas eu de fracture, il n'y a pas eu de lésion grave, vous pouvez déjà essayer de ne pas faire marcher la personne. Vous essayez de marcher pour déjà rassurer la personne. Sinon, après, la personne refuse de marcher. C'est ce qu'on appelle syndrome post-chute. Classiquement, cette personne, quand on le met dans un fauteuil, la personne glisse. Ah bon? La personne ne veut plus rester même en position semi-verticale, aucune autre position. La personne perd toute confiance en elle. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle à peu près la démotivation. La personne ne veut plus rien faire. Donc, c'est pour prévenir ce syndrome post-chute, toutes ces complications, qu'il faut prendre très tôt les dispositions qu'il faut. Dès que vous voyez une personne âgée, ou bien, moi, je dis même que vous êtes dans une maison, vous avez entendu un bruit, que ce soit dans la chambre. Il ne faut pas dire que oui, peut-être c'est le sac qui est tombé. Il faut aller voir. Oui. Et relever rapidement. Parce que le séjour au sol, là, c'est ça qui complique tout. Si le système se désorganise, on va atteindre le syndrome post-chute, qui va donner peut-être des adaptations psychomotrices. Ça veut dire que ce soit la motricité, la psychologie, tout va être modifié. Et à la fin, c'est souvent le décès. Donc, la chute, ce n'est pas un truc banal. Oui, du tout. Parce que surtout, c'est très traumatisant aussi pour eux, parce que le fait qu'ils aient pu leur capacité à faire les choses comme avant, et le fait de se retrouver comme ça au sol ou tomber, c'est psychologiquement, ils sont atteints quand même. Bon, comme on l'a dit la fois passée, c'est que il faut toujours prendre les personnes âgées comme des personnes qui ont besoin de notre assistance. Oui. Si on voit de cette manière, elles se sentent toujours rassurées. Le problème, c'est que quand la personne ne se sent pas rassurée, la personne veut se battre pour faire tout. Et quand tu n'arrives pas à faire, tu commences pas à te poser la question, est-ce que je vois encore grand-chose? C'est ça qui fait que quand elle tombe, elle se dit, bon, j'étais déjà dans telle situation, voilà dans la situation dans laquelle je suis. Que vais-je devenir? Donc, nos parents, comme moi je le dis souvent, n'ont pas besoin forcément de la prise en charge financière. Moi, je connais des gens pour lesquels, quand on les voit, malgré que les enfants ont les moyens, c'est elles-mêmes qui payent. Parce qu'elles ont des choses. Il y en a qui ont même des fortunes. Il y en a qui ont des maisons qu'ils ont louées. Il y a tout ça là. Donc, l'important, c'est l'attention. L'attention, c'est pourquoi on dit souvent quand on vient sur le plateau, c'est pas pour venir parler aux médecins. Les médecins, ils peuvent trouver d'autres moyens de se perfectionner. C'est pour parler à la population. À la population. C'est la population qui doit savoir quelle conduite il faut tenir. Parce que si vous ne tenez pas la conduite qu'il faut aujourd'hui, le problème c'est que demain, vous risquez de beaucoup dépenser pour ne rien avoir. Comme je l'ai dit par rapport au syndrome post-chute, qui généralement se termine mal. Quand quelqu'un rentre dans ce syndrome post-chute, vous allez vous battre beaucoup avant de... Sinon, généralement, ça ne donne pas de bons résultats. Ouais. Parce que les conséquences,
en dehors du fait que la personne n'a pas eu des lésions traumatiques graves, sont plus complexes. Parce que la personne veut partir et à la fin, ça donne ce qu'on appelle le syndrome de glissement. Vous allez voir la personne vous regarde comme ça, sourit et puis tourne le dos et puis la personne s'en va. Donc les chutes sont un syndrome gériatrique majeur chez le sujet âgé. Oui. À prendre en considération. Hein. Bien sûr, très, évidemment. Très bien. On ne s'amuse pas avec. Du tout. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. On ne sait pas du tout. Et puis c'est vrai que quand on arrive à un certain âge, on n'a plus cette force-là de pouvoir se battre au quotidien. Mais si ils sont laissés aussi de côté, sont mis de côté, pareil, souvent chez les en maison de retraite, c'est ce qui se passe. Les enfants ne vont même pas les voir et ils restent là comme ça. C'est vrai que chez nous, c'est un peu... Il y a des maisons de retraite ici. Oh, pas encore. J'ai entendu qu'il y a des projets comme ça. Ouais. Bon, chacun a quand même son opinion. Mais moi, je me dis, dans une société, il faut étudier vos valeurs sociologiques, anthropologiques, philosophiques, tout ça. Et non, chaque fois, plagier ce que les gens font. Aujourd'hui, nous, on a constaté que même ceux qui ont mis en place les maisons de retraite sont en train de reculer pour mettre plus ce qu'on appelle les services de soins infirmiers à domicile, l'hospitalisation à domicile, les hôpitaux de jour, tout ça là. Mais ils font même ce qu'on appelle la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire on nous perd pour les personnes âgées pour les garder à l'hôpital. Vous venez, ce n'est pas un cas extrêmement grave, on vous opère, on vous envoie à la maison. Tout ce que les gens font bien faire à la maison pour que vous ne vous grabatisiez pas. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est la grabatisation. Donc, même quand une personne âgée n'a pas grand-chose, tu gardes à l'hôpital que tu traites peut-être un palu. Tu l'hôpital, tu n'as pas que les conditions. Le syndrome que j'ai dit là de désadaptation psychomotrice survient. Et la personne va se réveiller, a un peu les vertiges, ne veut pas tomber, il refuse de marcher. Donc, on a vu des gens qui, pour rien du tout, se sont grabatisés avec les escars, tout. Il nous revient généralement à nous les médecins de rester beaucoup plus professionnels. Moi, je dis généralement, la connaissance est très vaste, mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut quand même de plus en plus repousser le coin d'ombre. Si on veut gérer les personnes âgées, on n'est pas obligé forcément d'aller faire les études de gériatrie. Si on veut, on le fait. Mais exactement. On peut payer les documents. On peut, en dehors de payer les documents, aller à des conférences, aller à des séminaires pour avoir ce qu'on appelle le savoir-faire gériatrique. Oui. C'est ça qui nous manque généralement. Ce n'est pas grand-chose. Mais si vous n'avez pas cette démarche, généralement, vous allez créer plus de problèmes aux personnes âgées que d'autres. C'est ça. Mais écoutez, docteur, on revient sur ce sujet-là juste après les informations. Restez avec nous.